Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc, je suis Sophie Descamps, membre du PCN Santé, et je vais vous présenter aujourd'hui les appels de la destination 3 du cluster santé, les appels de 2021. Comme il y a beaucoup d'appels à projets dans cette destination, on a découpé en deux webinaires. Donc, ce webinaire s'inscrit dans un cycle que je vais vous présenter tout à l'heure, mais pour vous rappeler la composition des membres la composition du PCN Santé, pardon. Donc c'est Virginie Sivan qui est coordinatrice du PCN et également représentante au comité de programme santé. Et donc nous sommes trois membres avec elle, donc moi-même, et mes collègues Vania Rosas et Catherine Costin-Lena. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse générique et vous pouvez également retrouver toutes les informations du PCN Santé sur le site dédié du ministère, donc horizon-europe.gouv.fr. Donc, comme vous le savez peut-être, le programme de travail 2021-2022 du cluster santé a enfin été publié la semaine dernière, le 16 juin. Et donc, les appels à projets vont ouvrir le 22, normalement, c'est publié sur le site de la commission. Et les dates limites pour l'année 2021 sont maintenues au 21 septembre. Il n'y a pas eu de report malgré la publication tardive. C'est ainsi. Et donc, nous avons organisé avec le PCN Santé un ensemble de webinaires pour vous présenter les appels à projets des 6 destinations du programme de travail. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la destination 3, donc combattre la maladie et réduire leur fardeau. Pour 2021, il y a 5 appels à projets de type RIA, on reviendra dessus, et 2 appels de type CSA. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure. J'essaierai d'y répondre. Donc, un bref rappel sur les conditions de participation. Donc, je vous disais, il y a plusieurs types d'actions financées. Les actions de recherche et d'innovation, RIA, donc classique. Les actions d'innovation qui vont financer là des projets plus aval, plus proches du marché. Les actions de soutien et de coordination, donc CSA, on ne va pas financer de la recherche directement, mais des activités de coordination de la recherche. Et également des actions PCP et PPI, il n'y en a pas dans la destination 3, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Les conditions d'éligibilité pour les consortiums n'ont pas grandement évolué. Il faut toujours présenter un groupe d'au moins 3 entités légales indépendantes et établies dans un État membre ou un État associé différent. La nouveauté sur Horizon Europe, c'est qu'il faut qu'au moins une d'entre elles soit établie dans un État membre. Donc, toute entité légale de tout pays peut participer, mais toutes les entités légales ne seront pas financées en fonction du pays dans lequel elles sont établies. Donc, les pays éligibles au financement, ce sont les États membres de l'Union européenne, évidemment, les États associés et une liste de pays à faible et moyen revenu. Donc, pour la liste des États associés, la Commission a enfin aussi également publié le guide d'Horizon Europe dans lequel la liste des pays associés en cours d'association est spécifiée. À noter que par rapport à Horizon 2020, pardon, la Suisse n'est pour l'instant pas associée. Donc ça, c'est un changement important donc, à noter. Et les botaniques sont associés. Et une exception pour le cluster santé, c'est l'éligibilité au financement des États-Unis, uniquement vraiment pour ce programme. Et les taux de financement ne changent pas, on reste sur 100% des coûts directs, quel que soit le type d'action financée, sauf pour les entreprises privées qui sont financées à 70% seulement dans les actions d'innovation.
Donc, pour revenir sur la structuration de ce programme de travail que vous connaissez déjà peut-être, donc il est découpé en destinations qui correspondent aux impacts attendus de la planification stratégique. Et donc, ces destinations présentent des expected impacts. Donc, en fait, ici, on est sur vraiment des impacts à long terme, qu'ils soient scientifiques, économiques ou sociaux. Et ensuite, chacun des topics dans ces destinations présente ce qu'on appelle expected outcome, où là, on va avoir des impacts à court et moyen terme, rapidement après la fin du projet, ou même pendant la durée du projet, si possible et si pertinent. Et donc, la commission a mis en place ce qu'elle appelle le chemin vers l'impact, le pathway to impact, pour utiliser vraiment les résultats du projet vers une optimisation des investissements dans Horizon Europe. Et donc, quand vous répondez au topic, vous devez absolument montrer comment votre projet va contribuer à atteindre ces impacts, qu'ils soient à court terme ou à long terme. Donc, pour commencer plus précisément sur la destination 3, donc combattre les maladies et réduire leur fardeau. Ici, l'objectif, c'est vraiment très large parce que ça vise à la fois les maladies transmissibles, non transmissibles et également maladies rares. Donc, l'idée, c'est de mieux comprendre ces maladies, leurs causes et conséquences et avoir des meilleures bases pour des décisions politiques dans la gestion et la prévention de ces maladies. Excusez-moi, madame. Oui. Je vous entends vraiment pas bien et il y a un bruit de fond derrière. C'est compliqué. D'accord, je ne sais pas que dire. Je suis au bureau, donc j'ai ma collègue qui parle ici. Vous m'entendez pas du tout ou c'est juste que vous entendez du bruit derrière? Du bruit derrière, oui. Et votre voix est peu entendable. D'accord, je vois ce que je peux faire, je reviens. Une minute. Voilà, bon, j'espère que vous allez mieux m'entendre. Je vais parler plus fort. Dites-moi si c'est mieux là ou pas. Oui, on dirait oui. D'accord. Merci. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc pour ces maladies, donc, développer des nouvelles méthodologies et des nouveaux moyens diagnostiques pour justement permettre des diagnostics plus précoces dans des meilleurs délais et l'identification de traitements personnalisés le plus adaptés possible. Donc, c'est vraiment très large comme destination. Donc, c'est lié à un contexte politique également aussi vaste, puisqu'on s'intéresse à différents types de maladies. Donc, on peut citer le plan d'action sur la résistance antimicrobienne, par exemple. Également, le plan pour combattre le cancer, qui est assez récent. Également, il est fait référence au plan d'action de l'OMS pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles, etc. Donc, en fonction du topic qui vous intéresse, il faudra se référer aux politiques pertinentes. Et donc, pareil, les impacts attendus pour les topics en réponse à cette destination sont très larges, donc réduire notamment le fardeau des maladies et permettre un diagnostic plus précoce de ces patients, réduire également de 1/3 la mortalité par les maladies non transmissibles et promouvoir à la fois le bien-être et la santé mentale, et également renforcer les systèmes de santé à travers les nouvelles connaissances scientifiques, etc. Donc, une destination très vaste. Ce qui est important, qui est souligné dans cette destination, mais globalement sur l'ensemble du programme de travail, c'est de favoriser les collaborations intersectorielles. Donc, vraiment, c'est très souvent spécifié d'inclure des partenaires privés dans les appels à projets. Également, ce qui est un peu une nouveauté, pas uniquement sur cette destination, mais sur l'ensemble du programme, c'est qu'il est spécifié dans quasiment tous les appels qu'il y aura une collaboration entre les projets financés du même appel. Donc, ils veulent prévoir en fait
des activités de réseautage ou des activités conjointes en fonction des thématiques des différents projets proposés pour favoriser l'échange des connaissances. Et également ici, il est souligné une synergie avec la mise en œuvre du programme EU4Apps. Il est également spécifié que ces appels sont ouverts aux collaborations internationales, évidemment particulièrement nécessaires pour combattre les maladies infectieuses, traiter le problème de la résistance antimicrobienne, mais également répondre aux besoins médicaux non pourvus en ce qui concerne les maladies non transmissibles. Donc, c'est vraiment un objectif politique de la Commission de favoriser les collaborations internationales. Mais évidemment, je vous renvoie à ce que j'ai dit plus tôt, tous les pays ne sont pas financés. Mais si c'est pertinent dans la maladie que vous étudiez, il est important de favoriser ces collaborations. Donc, voici les appels que je vais vous présenter un peu plus en détail dans l'heure qui arrive. Donc, sur ce tableau, les résumés, donc la date limite, ici pour les appels concernés, on est tous sur une date limite au 21 septembre cette année. Donc, je vous disais, il y a 5 appels de type RIA et 2 CSA. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas parler des 2 CSA parce que ce sont des CSA de préparation pour 2 futurs partenariats, un sur la résistance antimicrobienne et un sur la préparation aux pandémies. Donc, ça ne concerne pas vraiment directement les chercheurs, ça est plutôt sur les États et les institutions en tant que partie prenante. Si vous avez des questions spécifiques sur ces appels, je les prendrai et je reviendrai vers vous si besoin. Et donc ensuite, je vous ai mis résumé dans ce tableau donc le budget par projet qui donne vraiment une idée de la taille attendue du projet et le budget total sur la ligne qui va donner effectivement un nombre de projets financés. Alors c'est une indication parce que tous les projets ne demandent pas le même montant, mais ça donne quand même une bonne indication. Donc, en ce qui concerne le premier appel, donc Improved Supportive Palliative Survivorship and End-of-Life Care of Cancer Patients, désolé. Donc, cet appel est uniquement dédié au cancer. Donc, si vous avez suivi les premiers drafts, au début, il était ouvert à tout type de pathologie. Et en fait, il s'inscrit dans le cadre de la mission cancer qui n'est pas encore lancée, qui devait être initialement lancée en 2021, mais bon, ça a pris du retard. Donc, comme il n'y aura pas d'appel spécifique de la mission cancer en 2021, la Commission a choisi de cibler cet appel uniquement sur la thématique cancer et a indiqué potentiellement cet appel pourrait ressortir en 2023 ou 2024 pour les autres thématiques. Pour l'instant, c'est uniquement le cancer, donc c'est très important de le souligner. Donc, l'objectif de cet appel, c'est de mettre en œuvre des interventions qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer, que ce soit en soins palliatifs ou fin de vie, ou pour les survivants. C'est aussi très large ici le choix du cycle du cancer et également très important d'inclure les familles aidants et les professionnels de santé dans ces interventions. Donc, ici, on est sur un budget par projet de 6 millions d'euros pour un budget total à 50 millions. Donc, je vous l'ai dit, on est sur le cancer, on est sur la recherche clinique. Donc, ici, il est demandé notamment des essais cliniques randomisés ou des études observationnelles qui peuvent cibler les enfants ou les adultes ou les personnes âgées. Il n'y a pas de restriction sur ça. Par contre, il faut vraiment traiter tous les aspects qui sont indiqués dans l'appel, et ça, faites très attention. Il y a certains appels où il est indiqué tous les aspects, d'autres appels où il est indiqué certains des aspects. Donc ça, c'est important. Donc ici, on est sur vraiment tous les aspects cités. Donc évidemment, l'objectif principal, c'est de proposer des nouvelles interventions pharmacologiques ou non pharmacologiques d'ailleurs, et donc l'idée de démontrer leur efficacité et leur efficacité économique pour améliorer le bien-être et la qualité de vie de ces patients. Et très important, prouver la faisabilité de leur intégration dans des systèmes de santé européens. Et ensuite, il y a des indications pour analyser les freins et les opportunités à améliorer l'inclusion sociale et l'engagement actif des patients atteints du cancer,
Et pour la mise en œuvre de ces interventions, bien identifier, analyser les facteurs tels que le sexe, le genre, les handicaps, les facteurs socio-économiques, etc., qui pourraient donc affecter l'équité de ces interventions. Et si pertinent, fournir des recommandations qui pourront être mises en œuvre dans les politiques publiques de santé. Donc, c'est un appel qui nécessite la participation des sciences sociales et humaines, évidemment, puisqu'on est beaucoup sur la qualité de vie du patient. Donc, il faut s'assurer de développer aussi des interventions qui seront acceptées, prendre en compte tous ces aspects-là. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et évidemment, ça fait partie des projets pour lesquels il est indiqué que les projets financés devront travailler ensemble. Donc, au stade de la proposition, vous ne pouvez évidemment pas prévoir le type d'activité qui sera fait parce que ça dépendra des projets financés, mais vous devez absolument prévoir un budget suffisant dans un work package dédié, même si, voilà, si vous ne savez pas encore quoi, mais voilà, prévoir un budget puisque la commission avait fait ce type d'action à la fin de l'âge 2020 et c'était nouveau et c'était pas très précis. Et donc certains projets se sont retrouvés à devoir déduire du budget d'autres activités pour pouvoir ajouter ce work package de réseautage. Donc c'était pas terrible. Donc vraiment prévoyez un budget dédié à cette activité. Donc en termes de contexte politique, ce qui est cité dans le texte de l'appel, c'est les définitions de l'OMS en tant que soins palliatifs. Ici, on vous a remis quelques documents. Voilà, c'est pas du tout exhaustif, hein, c'est vraiment pour aller un peu plus loin sur ce thème. Évidemment, ce topic sera en lien avec la mission cancer et le plan le plan européen pour combattre le cancer. Alors, qu'est-ce qui a déjà été fait sur cette thématique? Alors, il y a quand même pas mal de choses. Ici, j'ai retrouvé des appels qui sont sortis en 2018 et 2019. Donc, notamment en 2018, il y avait un appel sur des approches pour la fin de vie et les soins palliatifs, qui n'étaient pas uniquement dédiés au cancer, hein, mais donc il y avait déjà cette approche-là. Il y a 10 projets financés. Et en ce qui concerne le cancer spécifiquement, il y a eu en 2019 l'utilisation des big data et l'intelligence artificielle pour suivre le statut de santé et la qualité de vie des patients après un traitement. Donc, il peut y avoir des liens à faire. Et ici, on vous a remis également une liste de projets qui avaient été financés dans le FP7, donc ça date un peu plus. 4 projets financés sur le cancer en particulier. Donc, vraiment, pour conclure dans cet appel, il est très, très important d'impliquer donc, les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les organisations de patients, mais également les aidants et ce qu'ils appellent en anglais le family caregiver. Donc, ça, c'est un mot qui revient souvent, donc c'est très important. Et inclure les aspects de sciences humaines et sociales pour les aspects donc, sociaux, culturels, éthiques. Et également vraiment prévoir une diversité des systèmes de santé européens dans le consortium, puisque ça rejoint également les aspects culturels et sociaux, puisque tous les types d'interventions ne seront pas forcément acceptés ou possibles à mettre en œuvre en fonction du système de santé en lui-même ou du pays dans lequel il est étudié. Donc ça, c'est vraiment très important. Est-ce qu'il y a des questions sur ce topic en particulier? Je n'ai pas précisé que nous aurons une réunion avec la Commission européenne mardi, donc qui va enfin officiellement présenter les appels à projets au PCN. Donc lors de cette réunion, nous aurons la possibilité de poser des questions sur les topics à la Commission. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les faire passer. Si vous les avez aujourd'hui, que je ne peux pas y répondre, j'essaierai de les poser à la Commission. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais passer au deuxième appel. Donc, ici, il y a un appel
un peu particulier. Donc, qui part du constat que, évidemment, le développement de nouveaux médicaments est très long et très coûteux, et que le repositionnement de médicaments déjà approuvés peut être un moyen intéressant pour réduire les délais et les coûts. Et donc, cet appel prévoit de mettre en place une plateforme qui va soutenir un modèle innovant de repositionnement des médicaments avec des dimensions harmonisées et durables dans l'Union européenne. Donc ici, on est sur un budget par projet à 25 millions, donc c'est un très gros projet. Donc il y aura a priori que 2 projets financés. Donc on est plutôt sur un appel de type infrastructure, hein. Je ne sais pas trop pourquoi il est dans ce programme de travail d'ailleurs. Mais donc très gros projet qui va devoir rassembler pas mal d'expertise. Donc vraiment, il faudra intégrer tous les aspects, que ce soit scientifiques, méthodologiques, mais aussi les aspects financiers, légaux, réglementaires, de propriété intellectuelle liés au repositionnement des médicaments. Donc, vous voyez, ça va faire appel à vraiment des experts très, très différents. Fournir un mécanisme robuste pour sélectionner et prioriser les projets de repositionnement. Et puis, tout l'aspect d'exploitation, de collecte et de partage des données existantes. Voilà, et donc, dans le cadre de ce projet, il faudra concevoir et tester un modèle qui va permettre d'améliorer la collaboration entre les différentes parties prenantes, c'est-à-dire principalement les académiques, les industriels également, mais aussi les patients, les professionnels de santé, les agences réglementaires, les payeurs, etc. Donc c'est vraiment un projet qui va devoir rassembler tous les acteurs pour pouvoir se mettre d'accord sur, au niveau européen, un modèle innovant pour justement ce repositionnement des médicaments et régler tous les problèmes, notamment de propriété intellectuelle, qui, à l'heure actuelle, freinent un peu en fait, le développement de ce procédé. Donc pour l'instant, il n'est pas clair pour moi si, dans le cadre de ce projet, il faut effectivement étudier le repositionnement de un ou plusieurs médicaments. Aussi, je pense que oui, quand même, pour mettre en place la chose. Mais ça fait partie des questions que je vais poser à la commission mardi, si possible. Donc, la commission a indiqué la définition de plateforme dans le programme de travail. Donc, plateforme qui est construite autour de concepts innovants et qui va comprendre en fait toutes les expertises nécessaires pour justement construire cette fameuse infrastructure. Donc, ce n'est pas une infrastructure au sens physique du terme, mais vraiment rassembler toutes les expertises et mettre en place un process qui permettra de constituer cette plateforme innovante. Pareil, ils ont également indiqué une activité de réseautage, même s'il y a que, a priori 2 projets financés, donc prévoir toujours ce budget dans la proposition. Donc il n'y a pas de contexte spécifique lié, cité dans l'appel au niveau politique. J'ai trouvé un groupe d'experts de la commission qui s'appelle STAMP, Safe and Timely Access to Medicine for Patients. Et récemment, en fait, ils ont à l'ordre du jour, justement, le repositionnement des médicaments et ils travaillent à la proposition d'un cadre pour cet aspect-là. Donc, il y a de nombreux rapports et documents disponibles. Vous avez le lien sur ma diapo. Donc, si vous êtes intéressé, je pense que ça fait partie des documents importants à lire. Alors, il n'y a pas de projet similaire qui a déjà été financé, à ma connaissance, en tout cas dans le défi santé de H2020 ou dans FP7. Il y a eu quelques projets qui mentionnaient le repositionnement de médicaments. Donc, je vous les ai mis là, même si ce n'est pas directement lié. Par contre, en 2018, il y a eu un projet qui s'appelait Innovation Platform for Advanced Therapy. Donc, on n'est pas sur la même thématique, mais je vous l'ai mis là pour le côté Innovation Platform. C'était un peu la même définition. Donc, ça peut aider à comprendre le type de projet qui est attendu en termes d'innovation plateforme. Donc ici, dans cet appel, vraiment, l'idée, c'est d'arriver un peu à faire collaborer les partenaires privés de l'industrie pharmaceutique
les PME et les académiques. Donc, c'est vraiment très important d'avoir ces deux types d'acteurs dans le consortium, mais également les agences réglementaires hein, qui vont, elles, imposer les conditions à remplir pour accepter le médicament dans la nouvelle indication, etc. Et les patients et les payeurs également. Et donc, il sera important de collaborer avec les infrastructures de recherche européennes déjà existantes. Est-ce qu'il y a des questions sur cet appel ou est-ce que c'est vraiment très clair tout ce que je raconte? C'est très clair. Excusez-moi, je peux juste intervenir juste une question. Est-ce que vous connaissez vous savez s'il y a des Français impliqués dans ce groupe de la commission STEM? Ah, j'ai pas du tout regardé, mais je pense que ça doit être public. Hein. Dans les rapports, normalement, il y a les noms de tous les, tous les participants. Merci. Donc, l'appel suivant est un appel en fait pour faire le lien entre les deux partenariats, entre EDCTP et la suite du partenariat. Donc, EDCTP, c'est le programme phare pour conduire des essais cliniques et multinationaux en Afrique subsaharienne. Donc, pour soutenir le développement clinique de diagnostics, médicaments et vaccins, pour lutter spécifiquement contre les maladies qui touchent cette région du monde, donc l'Afrique subsaharienne. Et donc cet appel, il a pour objectif de financer des projets qui vont rentrer dans la thématique du programme EDCTP 3, donc, qui pour l'instant prévoit de s'appeler EU Africa Global Health. Et donc ça va permettre de financer des projets pendant cette période de transition. Et donc ici, l'appel, il est centré sur le développement de produits et l'utilisation de nouvelles approches innovantes et des technologies émergentes, donc, évidemment toujours dans le domaine des maladies infectieuses via la pauvreté, toujours en Afrique subsaharienne. Donc pour vous préciser, donc dans l'appel, il est dit que les thématiques sont celles de EDCTP2 et du futur EDCTP3. Donc dans EDCTP2, on était sur les maladies donc VIH/SIDA, paludisme, tuberculose, maladies tropicales négligées, diarrhéiques et infections des voies respiratoires inférieures. Et dans le DCTP3, il y a quand même des nouvelles thématiques puisqu'on est sur Global Health. Donc, on a la résistance antimicrobienne, les maladies infectieuses émergentes et réémergentes, celles liées au changement climatique et également les comorbidités, maladies infectieuses avec maladies non transmissibles. Donc, le scope est étendu en termes d'éligibilité des conditions. Et donc là, la particularité, c'est qu'on est sur des technologies de santé combinées à des technologies mobiles ou numériques, donc mHealth et eHealth, pour utiliser donc, les big data et les autres technologies émergentes. Donc ça, c'est assez nouveau, on va dire. L'idée, donc, c'est de mettre en œuvre un ou plusieurs essais cliniques de taille moyenne, ou des études de recherche clinique pour délivrer une preuve de concept ou valider ces fameuses technologies de santé innovantes qui permettront donc soit de prévenir, traiter ou diagnostiquer la maladie ciblée. Donc ça, c'est au choix. Ici, il est vraiment précisé que l'inclusion de compagnies pharmaceutiques ou de PME est fortement encouragée et que les solutions développées devront être facilement intégrables ou déjà liées au système numérique ou électronique existant et utilisé. Actuellement. Et il faudra inclure les activités qui vont promouvoir la collaboration avec les projets en cours et futurs de DCTP. Voilà, donc contexte politique de l'appel, c'est vraiment les partenariats EDCTP, donc vous avez remis les liens. En tout cas pour EDCTP 3, il y a un draft de l'agenda stratégique qui est disponible. Les documents complémentaires, bon là, c'est des choses très variées en fonction de la thématique. C'est très non exhaustif, on va dire. Et en termes de projets déjà financés, vous avez accès à tous les projets EDCTP. Donc, comme je vous disais, la thématique de technologie, e-santé, M-santé, etc., c'est très récent. Mais j'ai retrouvé en fait un texte d'appel quasiment identique en 2020.
Donc, sur le texte de l'appel de DCTP, il était prévu 5 à 15 projets financés. Il y en a eu seulement 2. Alors, je n'ai pas l'historique de pourquoi, donc c'est peut-être pour ça qu'ils le remettent là en 2021. Mais voilà, en tout cas, c'est assez récent, cette thématique-là, dans le DCTP. Il y a des questions sur cet appel? Oui, merci pour cette présentation. J'avais juste une question tout à l'heure. Vous parliez de 3 entités européennes. Là, si on répond à cet appel, est-ce qu'on peut avoir deux entités européennes et une entité africaine, ou est-ce que... Oui, pardon, je n'ai pas reprécisé, mais pour cet appel en particulier, vous devez obligatoirement en fait inclure un pays au moins de cette région-là, Afrique D'accord. Et c'est décompté dans les 3 partenaires, c'est-à-dire que je savais pas. Évidemment, on allait inclure quelqu'un, enfin une institution au moins, voire plusieurs. Mais je savais pas si c'était décompté dans les 3 institutions. Alors, je fais ça tout de suite. Non, je pense qu'il faut les 3 plus 1. D'accord. Et tout à l'heure... Je note et je vous renverrai par mail la réponse définitive. Tout à l'heure, vous avez parlé de UK et j'ai pas entendu s'ils étaient in ou out Ils sont associés pour tout le programme, sauf pour les programmes de l'EIC dans lesquels la commission prend des equity dans les entreprises, mais sinon pour tous les projets collaboratifs, ERC, enfin tout, ils sont éligibles. D'accord, ok, très bien. Et 2 dernières toutes petites questions. Le prochain call DCTP 3, on sait quand est-ce qu'il sera? Non, parce que là, ils sont un peu en train de se débattre dans le modèle administratif, on va dire, du partenariat. Donc, il y a toutes ces questions à régler. Donc, pour l'instant, c'est pas encore lancé. Voilà. Je crois qu'ils espèrent être prêts en 2022, mais il n'y aura pas en 2021. D'accord. C'est pour ça qu'il y a cette appel. Voilà. Et le scope, par contre, DCTP3 avec les maladies, les comorbidités peuvent déjà être traitées dans ce call Horizon Europe. Voilà, ils sont ouverts. Exactement. Merci, c'est très clair. Bonjour. Bonjour. Une autre petite question peut-être un peu naïve, mais sur cet appel, donc on voit qu'il y a un peu techno où on fait voilà, de la recherche plutôt clinique sur certains sujets, et il y a aussi un volet accroître la collaboration avec des investisseurs privés pour, dans la coopération au développement et les partenariats internationaux. Et je voulais simplement avoir un peu votre avis sur le type d'activités qui sont attendues justement avec, d'ailleurs avec quel type de partenaires? Est-ce qu'on parle ici de certaines fondations, de certains investisseurs particuliers qui pourraient être partenaires de ce type de projet? Oui, alors là, c'est vraiment la phrase en anglais. Enfin, j'essaie de la traduire d'ailleurs, elle était un peu dure à traduire. C'est pas clair. Je pense que c'est vraiment dans l'idée de, enfin, localement en fait, dans le pays dans lequel vous allez développer l'essai clinique, d'améliorer ça. Vraiment, je pense que ça doit être, c'est très dépendant de ce que vous étudiez. Du coup, je peux pas répondre. À mon avis, c'est en fonction de la pertinence. Peut-être que, je sais pas moi, dans certaines maladies, ça sera très pertinent d'inclure telle fondation et pas telle autre, ou tel investisseur privé et pas telle autre. Donc, peut-être faudra en rediscuter avec votre thématique scientifique précise. Mais pour le coup, quand c'est flou comme ça, c'est vraiment, comment on dit, c'est libre en fait au consortium de décider ce qui est le plus pertinent dans la thématique étudiée. Et c'est pour ça en fait que c'est flou, parce que ça dépend tellement de votre thématique. Et comme il y a des thématiques très 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 variées qui peuvent être, je sais que ça aide pas trop ma réponse, mais c'est vraiment en fait la réponse, ça dépend de votre thématique. Donc si vous voulez, on peut en rediscuter en individuel plus en détail. Ok, merci, mais ça me va pour l'instant. D'accord. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions sur cet appel? Donc, je passe au suivant, donc, qui est Clinical Validation of Artificial Intelligence Solution. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de financer des études cliniques qui vont permettre de valider
des solutions qui sont basées sur l'intelligence artificielle pour les options de traitement et de soins en les comparant avec les traitements existants. Donc ici, le focus, ce sont les maladies non transmissibles. Donc sur un projet à 6 millions d'euros pour un budget total de 60 millions, donc on aura une dizaine de projets financés. Donc on est vraiment sur le développement et la validation clinique, donc les projets doivent s'appuyer sur des données précliniques. Donc on est quand même à un stade pas très amont, on va dire. Et donc, il faut donc développer en clinique, tester et valider des options de traitement et de soins qui soient assistées par l'intelligence artificielle et inclure tout au long du cycle de développement, au bon moment, les utilisateurs finaux, que ce soit les patients, les soignants ou les professionnels de santé. Et l'idée, c'est de pouvoir renforcer d'un pronostic fiable pour un traitement spécifique et une réponse à un traitement spécifique. Donc évidemment, comme d'habitude, il faut inclure tous les aspects tels que le sexe, le genre, l'âge, les facteurs socio-économiques, etc. Dans le développement de la solution, et également évaluer tous les biais potentiels, qu'ils soient automatiques ou manuels, dans les solutions d'intelligence artificielle. Et il est spécifiquement demandé ici d'intégrer un kit d'information et de communication complet pour le patient sur sa maladie et sur le choix du traitement. En fait, en gros, comment l'intelligence artificielle a permis, pourquoi on a choisi ce traitement, etc., vraiment pour faire accepter aux patients ces nouvelles procédures, on va dire. Et évaluer le rapport qualité-prix des stratégies thérapeutiques assistées par l'intelligence artificielle et leur mise en œuvre clinique en pratique. Donc ici, les aspects éthiques et sciences humaines seront très importants puisqu'il est spécifié qu'une attention particulière devra être prêtée à l'usage et à la performance aussi, et tout ce qui est acceptabilité de ces nouvelles technologies dans le parcours de soins du patient. Donc cet aspect sciences humaines, éthique aussi, est très important. Donc en termes de contexte politique, alors il y a beaucoup de choses. Donc ce qui est cité dans l'appel, c'est les guidelines éthiques qui ont été publiés par la Commission en avril 2019 pour des outils d'intelligence artificielle de confiance. Et en fait, l'ensemble de ces appels qui développent tout ce qui est intelligence artificielle en santé s'intègrent dans la grande politique de la Commission qui s'appelle Digital Transformation of Health and Care et qui a identifié 3 grandes priorités et donc auxquelles les différents appels d'Horizon Europe contribuent. Donc il y a pas mal d'appels qui ont déjà été financés, pas spécifiquement, enfin en intelligence artificielle de manière générale, pas spécifiquement ici pour des solutions de traitement et de soins. Là, je vous ai remis à titre indicatif un projet qui avait été financé sur les Decision Support System, mais c'était à utilisation du patient là, dans le cadre-là pour améliorer ses prises de décision concernant sa propre santé. Donc, vous avez des exemples de projets qui ne sont pas, directement la même thématique, mais sinon, j'aurais pu mettre 6 pages de projets d'utilisation d'intelligence artificielle en santé, mais voilà, pas directement liés. Donc, dans ce type d'appel, je vais répéter un peu ce que j'ai déjà dit, mais les utilisateurs finaux, donc que ce soit les patients, les soignants, les professionnels de santé, très important. Donc, globalement, il faudra des associations de patients, des organisations de patients aussi, les cliniciens évidemment, des experts sciences humaines et sociales, éthiques, pour tout côté acceptabilité, experts en communication et encore en lien avec l'association de patients pour le côté kit de communication et d'information sur la maladie et le traitement choisi. Les PME, il est noté que les PME doivent être inclus dans le consortium. De manière générale, pour tout ce qui est développement de solutions d'intelligence artificielle, il est à chaque fois précisé qu'il faut une PME. Et ce qui est encouragé aussi, c'est de collaborer le plus tôt possible avec les organismes de réglementation,
parce que l'idée, c'est de développer ici quelque chose qui pourrait être intégré dans les parcours de soins, et donc qui doit être validé. Donc, en général, les organismes de réglementation ne sont pas forcément partenaires en tant que tels du projet, parce qu'ils n'ont pas une tâche avec un budget, mais il faut les inclure dans les discussions, enfin, s'assurer que ce que vous développez va bien être possiblement adopté. Voilà pour cet appel. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, juste peut-être une petite question. Est-ce que les développements numériques et informatiques doivent être validés pour cet appel? C'est-à-dire qu'on a le volet clinique, mais est-ce que la composante numérique doit être finie, enfin, testée, validée? Ouais, là, il y a quand même écrit développement, test et validation. Parce qu'on part sur des choses assez pas fondamentales. Donc oui, il est précisé validation. Après, c'est pas précisé jusqu'à quel degré. Ce que je veux dire, c'est ce qu'au début du projet. Parce qu'en fait, de temps en temps, sur certains appels, on doit réaliser la POC clinique de solutions de santé avec une composante numérique, mais la composante numérique doit être, on va dire, finalisée au début du projet. On est vraiment, c'était peut-être juste préciser sur ce point-là, ou si on a la réponse ou pas, quoi. Alors ouais, ça c'était une question, j'ai déjà pas mal débattu parce que c'était pas très clair. Je peux reposer la question à la commission, mais ici il est quand même dit basé sur des preuves précliniques existantes. Donc pour la composante numérique. Donc je pense que vous devez avoir quand même, du coup, je sais pas si ça doit aller jusqu'au stade officiel de preuve de concept, mais avoir quand même des bases très solides sur ça. Je peux reposer la question. Mais pour moi, il faut que ce soit quand même assez avancé. Merci. Parce que vraiment, ici, c'est le développement clinique. Donc, en fait, pour moi, le début du projet, c'est vous testez votre solution en clinique. Évidemment, il y a des itérations de développement, mais il faut quand même qu'il y ait déjà une bonne base. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, oui. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay. Donc, je suis là. Donc, je vais passer le dernier appel, je crois. Donc ici, on est sur la médecine personnalisée et les maladies infectieuses. Et donc, on veut caractériser la réaction de l'hôte et l'interaction hôte-pathogène face à un virus. Donc ici, tous les virus sont éligibles. Et évidemment, dans le titre de label, il est mentionné par exemple le SARS-CoV-2, mais vous pouvez tout à fait étudier un autre virus. Hein, c'est pas que SARS-CoV-2. Donc on est sur un budget par projet à 7 millions d'euros avec un budget total de 60 millions d'euros. Donc là, on est vraiment sur la recherche fondamentale et préclinique. Donc caractériser cette fameuse interaction hôte-pathogène avec donc les modèles génétiques, les mécanismes physiologiques et moléculaires, inclure les différents organes et systèmes donc, pour identifier les facteurs qui prédisposent donc, aux différents symptômes cliniques, aux différentes progressions de la maladie et aux résultats cliniques. Donc, il faut inclure le phénotypage immunologique de la réponse de l'hôte en utilisant des modèles animaux si c'est nécessaire et les dynamiques de réponse immunitaire innée et adaptative au virus. Et également, inclure le suivi des patients pour identifier les conditions qui pourraient apparaître après la guérison. Donc évidemment, tout ça, cet appel a été fortement induit par le SARS-CoV-2, mais donc, du coup, il n'est vraiment pas uniquement ciblé sur ça. Si vous choisissez de cibler le SARS-CoV-2, évidemment, vous devrez créer les liens avec toutes les initiatives déjà existantes. Il y a des liens plus tard. Et donc, du coup, cette recherche devra pouvoir informer sur la progression de la maladie et le développement des stratégies personnalisées, thérapeutiques et prophylactiques. Et donc, en ce qui concerne donc, le SARS-CoV-2, ici, on n'est vraiment pas sur
développer des essais cliniques, enfin, mettre en œuvre des essais cliniques pour tester des nouveaux traitements. Tout ça, il y a eu vraiment beaucoup de choses déjà faites. On est vraiment au niveau fondamental, comprendre cette réaction hôte pathogène, réaction de l'hôte et interaction hôte pathogène, et en lien avec toutes les choses qui sont déjà faites dans cette thématique, que ce soit sur le Covid ou sur un autre virus d'ailleurs. Donc, dans le texte de l'appel, il est cité évidemment toutes les initiatives déjà faites sur le Covid. Donc, il y a un portail qui est entièrement dédié à ça où vous pouvez retrouver absolument tout. Également, il est mentionné le 1 Million Initiative. Si jamais vous devez utiliser tout ce qui est données génomiques, il faut suivre les guidelines pour les bonnes pratiques de cette initiative. Donc là, en termes de projets déjà financés, alors on a juste remis les projets Covid, hein, donc il y a pas mal de choses. Et je vous disais, sur le portail, vous pouvez tout retrouver. J'ai pas remis, je crois, si pour les projets hors Covid, en fait, sur cette thématique spécifique, il y a déjà eu un appel en 2019 plutôt similaire, plutôt similaire, pour des approches dirigées par l'hôte, en fait, pour la stratification en fonction de l'hôte, pour améliorer la prévention, le traitement et ou la guérison des maladies infectieuses. Donc, il y a une dizaine de projets financés là-dessus. Voilà. Donc ici, en termes de partenaires, bon, il y a rien de spécial, hein, on est sur de la recherche assez fondamentale. Donc les partenaires académiques, cliniciens, évidemment, il est tout à fait possible d'inclure des partenaires privés si c'est pertinent. Ça, c'est toujours en fonction de votre projet. Et les infrastructures de recherche, que ce soit celles mentionnées dans l'appel ou celles qui sont déjà existantes en santé de manière générale. Je n'ai pas forcément dit, mais c'est très important de vous renseigner là-dessus. On fera peut-être un webinaire dédié sur les infrastructures de recherche en santé qui existent au niveau européen, car ils peuvent fournir des services très intéressants et la Commission les a financés, donc elle veut un peu capitaliser là-dessus. Et pour cet appel en particulier, donc il est indiqué que le Joint Research Center sera associé au projet financé. Donc le Joint Research Center, c'est le centre de recherche en fait, de la Commission européenne qui fournit un soutien scientifique et technique pour la conception, l'élaboration, la mise en œuvre des politiques, et notamment en matière de santé. Donc, ils vont, par exemple, décrire des méthodes analytiques qui permettent de caractériser la teneur dans une substance particulière qui est réglementée en Europe. Donc, voilà, tout ce qui va être lié à de la réglementation européenne et qui inclut des méthodes scientifiques. Donc, voilà. Au stade de la proposition, vous ne devez pas inclure le Joint Research Center. Vous devez juste indiquer, vous, les aspects ou les sujets de collaboration avec lesquels vous pourrez, sujets sur lesquels vous pourrez travailler avec eux. Et seulement si vous êtes financé, là, c'est la commission qui fera le lien avec le JRC. Voilà pour cet appel. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, Jérôme Le Goff, Hôpital Saint-Louis. Donc, vous avez mentionné que la Suisse ne faisait pas partie des partenaires possibles éligibles au financement, mais néanmoins, est-ce que si on a déjà des projets en cours avec la Suisse, est-ce qu'on peut les inclure, et même s'ils ne reçoivent pas de financement? Oui, alors tout pays est éligible à la participation, sauf certains appels où il y a, pour des raisons politiques ou de protection de la sécurité de l'Europe, il y a des pays qui sont exclus, mais ce n'est pas le cas pour ces recherches-là. Tout pays peut participer, mais tout pays n'est pas financé. Donc évidemment, je crois, il faudra que je revérifie, mais que la Suisse a mis en place un système et qu'elle sera en capacité de financer ces équipes qui participeront à des projets européens. Je crois que ce ne sera pas trop un souci. Donc évidemment que s'ils sont pertinents, si vous travaillez avec eux depuis longtemps, il faut les associer, mais ils ne seront pas financés. D'accord. Et c'est une autre question, mais qui est valable pour les autres thèmes. Est-ce qu'il y a des templates pour les dépôts de projets et les budgets? Oui, donc je pourrais vous envoyer par mail le lien vers le template. Tout est sur le portail du participant, c'est pas forcément évident à retrouver, donc je vous l'envoie. Donc il y a le template. Donc cette année, dans Horizon Europe, ça change un peu, puisque si vous étiez familier avant, on était sur des dossiers de 70 pages pour les RIA.
Là, on est sur 45 pages. Donc, c'est drastiquement réduit. On peut réaménager. Il y a des données qui sont maintenant dans la partie administrative. Et sur la partie 45 pages, on est vraiment focalisé sur la méthodologie scientifique et l'impact aussi. Donc, tout ça est disponible pour le template du dossier de soumission. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, quelques informations générales pour la fin. Donc, vous connaissez peut-être l'appel de l'ANR qui s'intitule MRSEI, montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux, donc qui soutient les coordinateurs français qui veulent déposer un projet européen ou international, mais bon, là, dans notre cas, européen. Donc, l'idée, c'est d'attribuer une subvention maximale de 30 000 € pour permettre aux coordinateurs de faire venir ses partenaires à organiser des réunions. Donc, à la base, ça a été mis en place pour payer la mobilité, les billets d'avion, l'hébergement, etc. L'organisation de workshops pour travailler au programme à la structuration du projet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font en ligne maintenant, mais bon, espérons qu'on puisse reprendre. Et parmi ces 30 000 €, vous pouvez utiliser maximum 10 000 € pour une prestation de service. Donc, par exemple, un cabinet de conseil qui va vous aider dans le montage du projet, mais ça peut être un autre type de prestation de service dont vous auriez besoin pour mettre en place votre projet. Donc, il y a une date limite qui était au 7 juillet et qui a été repoussée au 13 juillet, là, 2021. Donc, pour les appels 2021, c'est un peu tard parce que les réponses ne seront pas avant septembre. Mais si vous êtes aussi intéressé par des appels 2022, c'est pas mal. Le taux de succès du dernier appel était à 45%, il me semble. Et dans le cas où vous n'êtes pas financé, ça permet aussi d'avoir une première évaluation de votre idée de projet, d'être un peu challengé sur des aspects scientifiques. Donc, c'est dans tous les cas assez intéressant de soumettre votre projet. Hier avant-hier, il y a eu les R&A Days, donc ce sont les grosses journées de la commission pour présenter son programme, etc., avec des discussions politiques, des discussions plus pratiques. Donc, je pense que tout a été enregistré, donc vous invite à aller voir le programme si, voilà, il y a peut-être des sessions qui peuvent vous intéresser suivant l'appel que vous visez. Et donc, il y aura l'info des santé de la Commission européenne officielle le 2 juillet, donc tout en ligne, de 9h30 à 18h. Donc, il y a 600 inscriptions, il me semble, ça sera en live. Donc, pareil, vous pouvez aller voir le programme et visionner les parties qui vous intéressent. Et il y a également un événement de partenariat le 5 juillet, donc de 10h30 à 17h30. Donc, le matin, vous aurez une introduction de la commission, une table ronde avec des lauréats des précédents programmes. Et puis l'après-midi, en fait, l'idée, c'est de pouvoir prendre des rendez-vous avec des partenaires potentiels qui sont intéressés sur les mêmes topics que vous. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il faut indiquer le topic qui vous intéresse et l'expertise que vous pouvez proposer. Et ensuite, vous avez accès au profit des autres participants et vous pouvez rencontrer des partenaires potentiels. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il n'y a pas de limite cette année parce que c'est en ligne. Hein, donc, voilà. On est déjà à plus de 1000 inscrits, il me semble. Et enfin, donc, ce webinaire fait partie d'un cycle, je vous le disais en introduction. Donc, vous avez ici le rappel des dates de tous les autres thématiques. Tous les webinaires sont enregistrés et seront disponibles en ligne sur le site Horizon Europe, la partie santé. Voilà, donc si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à les envoyer donc, à l'adresse générique du PCN Santé et nous ferons notre possible pour y répondre. Et s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne journée. Non, merci pour ce webinaire, c'était très éclairant et je posais la question dans le chat de la disponibilité des diapos, mais ce que je comprends, c'est qu'elles seront disponibles à ce lien, c'est ça? Alors là, je n'arrive pas à le voir sur mon écran parce qu'il est masqué, mais… D'accord. Oui, alors pardon, en fait, j'ai jamais vu le chat.
Oui, donc l'enregistrement et les diapos seront disponibles sur le site internet Horizon Europe. Oui, Ok, tout est super. disponible. Merci. Merci beaucoup et bonne journée à tous.